amis internautes, vous tous qui nous suivez sur Locole TV, bonsoir. Je vous retrouve avec plaisir ce soir pour une émission consacrée à la santé. Et nous avons sur ce plateau le docteur Benjamin Katete, ainsi que son épouse, maman Violette Katete. De quoi vont-ils nous parler ce soir? Eh bien, ils vont nous parler d'une maladie que nous connaissons ou que nous croyons connaître, mais il va nous donner de plus amples explications, de plus amples renseignements à propos de cette maladie qui est le Mbasso. Mais avant tout, j'aimerais lui passer la parole afin qu'il puisse se présenter et qu'il nous dise qui est-il exactement et quel est son parcours en tant que médecin. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, maman. Alors, dites-nous, vous êtes docteur spécialisé, je crois, dans les maladies. Non, en fait, je suis d'abord un chirurgien. Donc, je suis chirurgien vasculaire et phlébologue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai terminé ma médecine ici en Belgique il y a presque 20 ans, là maintenant, en 2010, pardon. Et non, 2020, effectivement, oui, ça fait 20 ans. Et j'ai fait ma spécialité de chirurgie générale, donc on a un parcours de 7 ans de médecine, 6 années de chirurgie. Après les 6 années de chirurgie, on a fait un autre parcours de 6 ans dans un hôpital universitaire, c'était l'hôpital universitaire à Bruxelles, Erasme. C'est là que je me suis perfectionné en chirurgie vasculaire. Et j'ai attendu longtemps, je m'en excuse, à savoir 2015, avant de repartir au Congo, où je suis allé apporter mon expérience en tant que chirurgien vasculaire. Et j'ai été confronté à la problématique d'une maladie qui était les ulcères chroniques des jambes, à savoir des plaies qui ne cicatrisent pas au niveau des bas de cheville, voire des jambes, dont nous soignons déjà ici en Europe. Donc on soigne des malades ici, et j'ai cru comprendre qu'au Congo, ça se faisait appeler Mbasso, et que les gens ne considéraient ça pas comme étant une maladie. Donc de fil en aiguille, on a passé des conférences avec plusieurs confrères au Congo où on parlait de cette maladie, et j'ai essayé d'apporter cette expérience, et à partir de 2016 on a commencé à opérer, à soigner les premiers malades là-bas. En même temps, donc je peux dire qu'aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020, j'ai une activité et au Congo et ici en Belgique. Mais le Mbasso, cette appellation de Mbasso, elle vient d'où? Parce que parfois on dit que c'est une maladie d'origine mystique et elle est très méconnue ici en Europe. Mais c'est normal qu'elle soit méconnue parce qu'ici en Europe, le Mbasso ou le coton, pour certains d'entre nous qui ont côtoyé des gens dans les maisons de repos, ils ont vu des personnes âgées avec des plaies au niveau des chevilles qui sont tout simplement des plaies chroniques qui ne cicatrisent pas vite. Et ces plaies-là sont managées par plusieurs équipes. Il y a des dermatologues, il y a des médecins généralistes, et il y a des chirurgiens, il y a des chirurgiens plasticiens. Donc, même nous, en tant qu'Africains, moi, jusqu'à 2015, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'étymologie de ce mot Mbasso, c'est un mot Congo. Ça vient un peu du Congo central, dans la région de Songolo-Lokipese, où les gens développent des ulcères au niveau de la peau. On appelle ça des bactéries mangeuses d'hommes. Ce sont les mycobactériens ulcériens, connus depuis la fin des années 70 au Congo, mais depuis les années 30 en médecine, on connaît ces infections-là. D'où l'affection en question au Congo, c'est l'ulcère de Buruli. Alors, l'ulcère de Buruli, vous entendez le mot Buruli, c'est un mot qui vient de Burundi, donc c'est une maladie qui est connue. Donc, c'est souvent dans les zones où il y a des rizières, où il y a des marécages, il y a de l'eau, et ça donne des plaies vraiment délavantes qui te déforment une personne et qui peut même te tuer. Alors, je pense que comme vous savez, la région de Kinshasa, une bonne partie est comme un peuplé des gens qui viennent de l'ancien Bantou ou des autres de l'ancien Congo, Bazaïr, font que des expressions, quand on voit les gens avec ce type de plaie, on dit « Ah, tu as le Mbasso », parce que dans la région de Songolo-Lokipé, c'est quand quelqu'un a une plaie de ce style avec l'accent du coin, on dit « Eh, Mbasso ». Donc, et c'est un peu ça, ça commençait un peu à
à s'installer dans les communs de mortels dans la région du Congo et voir nous tous ici au Congo. Je crois que ça, c'est ce qu'on peut expliquer. Or, vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. Mais qu'est-ce qui explique que les gens appellent Mbazo Kindoki? C'est le Kindoki, c'est la sorcellerie, c'est un mauvais sort qu'on aurait jeté à un de ses ennemis ou à quelqu'un qu'on n'aime pas, à qui on veut faire du mal. Bon, on est non, je vais céder la parole à maman pour une explication différente, mais je vais parler un peu sur le plan médical. C'est que même en Europe ici, les gens qui ont des ulcères chroniques d'origine vasculaire au niveau des jambes, ce sont des plaies, vous devez comprendre, maman, c'est que ça met 2 mois, 4 mois, 1 an. Imaginez-vous une dame comme vous, comme ça, vous êtes, voilà, je vois très, très, très belle comme ça à la télé, et vous ne savez même plus vous habiller convenablement parce que vous avez une plaie au niveau de la jambe qui ne cicatrise pas depuis 1 an. Ça commence à vous gêner. Je veux vous dire qu'il y a même des problèmes dans les couples, parce que surtout chez les femmes, elles se deviennent renfermées. Et là, vous commencez avec notre mentalité où on a un peu religion. Tout est religiosé aujourd'hui au Congo, tout est religion. Et qui dit religion, il faut toujours trouver un mal, et le mal, c'est toujours, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à partir de là que maintenant les gens, vous savez, même un accident vasculaire cérébral au Congo, quand quelqu'un fait un AVC et qu'il a malheureusement une séquelle avec une paralysie, on estime que cette personne-là, probablement, c'est un sorcier, il était sorti la nuit, ça n'allait pas, et puis voilà. Ouais, et c'est pour cela que on essaie de donner ce genre de connotation. Et pour en finir, au niveau des plaies des membres inférieurs, c'est vraiment des plaies, vous savez, même moi en tant que médecin, il y a certaines plaies, c'est pas facile, et c'est souvent les infirmières qui sont beaucoup plus forts parce que c'est eux qui vont vraiment tous les jours nettoyer le malade, en contact avec le malade qui est en train de pleurer, parce que toutes ces plaies-là, quand on considère comme c'est lié à des mauvais sorts, ces personnes-là vont voir les praticiens ou les Nganga. En allant voir les Nganga, eux, vous savez très bien, les Nganga, ils ont une idéologie qui est très simple. Il faut attaquer le mal par le mal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un tout petit bouton, il peut vous attaquer, il doit vous faire mal. C'est-à-dire si vous allez voir un Nganga qui fait un traitement apaisé, ça c'est pas un bon Nganga. Il faut qu'il vous brûle la peau, il faut qu'il mette des poussières de charbon, il faut qu'il mette des baves de crapaud et toute une série de choses qui, évidemment, vous aurez compris, surinfectent la plaie. Et c'est pour ça que je pense que je ne sais pas si Maman Violette a une autre explication en ce qui concerne... voilà, moi, c'est le contact que j'ai en tant que médecin, mais je ne sais pas, eux, en tant qu'infirmière, c'est qu'ils croisent au Congo, voilà, vous lui poserez la question. Je tiens à préciser que Maman Violette est infirmière. Donc, mes soeurs est médecin et maman est infirmière. Ils forment un couple de soignants. De soignants, voilà. Maman. Oui, maman. Voilà, moi je suis infirmière. J'ai aussi fait mon parcours en tant qu'infirmière ici en Belgique. Et puis après avoir décoché mon diplôme, déjà pour sanctionner mon diplôme, j'avais fait un travail sur ces bases. Mais chez les blanches. Donc je me posais la question, je me disais pourquoi en fait... Parce que ça existe aussi. Ça existe chez les personnes âgées. Donc j'étais dans une maison de repos. Je voyais des vieilles mamies qui avaient toujours des bandages. Pendant des années, on faisait des soins, mais les plaies ne cicatrisaient pas. Donc dans mon TV, ça remonte il y a 10-12 ans, je me posais la question, mais en fait, pourquoi ces plaies ne cicatrisaient pas? Donc là, les mbas se devenaient les bakoko. Donc je me posais la question. Alors j'avais aussi mis en évidence qu'il y avait une manque de connaissances par rapport à la maladie. Donc déjà ici en Europe, les médecins traitants ne savaient pas ou soit ils savaient, ou soit ils se disaient parce que la personne est déjà âgée, on ne peut pas opérer, parce que les traitements, le docteur vous parlera du traitement. Donc déjà là, vous comprenez qu'il y a une chirurgie qui doit être faite. Donc, je voyais que ces personnes-là, malgré tout ce qu'on faisait, ils ne cicatrisaient pas. Donc, elles ne cicatrisaient pas. On avait mis ça en évidence. Donc, j'avais fait les soins des plaies après. Déjà, dès le début, les soins des plaies, ça m'interpellait. J'étais toujours... voilà. Après les diplômes, j'ai fait les soins des plaies comme formation. Et puis, la chance, ou on va dire la grâce, c'est que je rencontre le docteur Tatete, qui lui aussi était dans ces histoires de plaies d'ulcères, de l'insuffisance veineuse. Et c'est comme ça qu'on a pu
faire notre parcours professionnel ensemble. Donc ça, c'est un peu pour résumer cette histoire des Mbassou par rapport aux blanches, par rapport aux blancs, on va dire, parce qu'il y a aussi des hommes. Voilà. Et par rapport aux... Non, en réalité, c'est une maladie qui ne touche pas spécialement les Africains, mais aussi les Européens et les Asiatiques. Voilà. Vous aurez compris que ça ne touche pas. Et ici, je parle des personnes âgées. Pourquoi les personnes âgées? Parce que quand on a eu des varices, quand on était jeune, la maladie, ça c'est le docteur quand il va vous expliquer, on arrive à un stade où, quand la plaie se développe, ça devient compliqué pour cicatriser quand on est plus âgé. Et puisqu'on est plus âgé, on n'a pas fait des traitements adéquats, du coup les gens attendent pour mourir avec cette plaie. Par contre, ici, à Kinshasa, le docteur Tatete apporte déjà la solution avant que les personnes deviennent âgées, avant que même que la maladie, on va dire les plaies, se développent. Donc si le public est attentif, ils vont savoir comment faire pour déjà prévenir cette maladie. Donc là, je vais passer encore la parole au docteur, si vous permettez, que lui qui nous explique, après je pourrais expliquer d'autres choses. Mais est-ce qu'on peut assimiler cette maladie aussi au diabète? Parce que je pense qu'il y a, enfin je crois connaître, j'ai une connaissance assez limitée du diabète. Je pense qu'on a aussi des problèmes de plaies ou de varices. Tout à fait. Oui. Non, pas de varices. C'est pas des varices, tout à fait. Ah, c'est seulement les plaies, je pense le diabète. Je pense que c'est plus des maladies. Déjà, le diabète en soi donne aussi des plaies. Donc, au niveau des artères, donc il y a aussi un problème des plaies qui peuvent survenir. Comme le docteur l'a dit, on associe tout comme les Mbassou. Donc, ce qui est vraiment important aujourd'hui pour le public, c'est d'abord de connaître les Mbassou dont je souffre, ou ma famille souffre, ça vient d'où? C'est quoi l'origine de ces Mbassou? Et puis, par rapport à ça, on pourra éventuellement traiter par rapport au diagnostic posé. Et pour revenir, si vous permettez, compléter ce qu'elle disait concernant le diabète, en fait, comme vous savez, le diabète sucré, c'est qu'on a dans notre corps, nous n'arrivons plus à diminuer le taux de sucre purement dans le corps, et ça, c'est pas bon. Ça abîme beaucoup d'organes, y compris la peau, y compris les vaisseaux. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un, et puis surtout les nerfs, donc une personne diabétique, comment elle arrive au stade où elle développe des plaies, c'est que la personne diabétique mal équilibrée perd la sensibilité de ses extrémités. On appelle ça une neuropathie diabétique périphérique, ce qui veut dire qu'une personne diabétique peut marcher sur un clou, se blesser sans diabétique déséquilibré, sans s'en rendre compte. Alors, donc, ce qui fait qu'elle continue à marcher, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Le clou va surinfecter la zone du corps où il a marché. Il arrive à la maison, si c'est un homme ou une femme, son compagnon, ça va dire, mais toi, tu es en train de traîner un peu de la saleté. Là, c'est quoi? Or, on découvre que non, il y a déjà une plaie qui était là, et c'est pour ça que... la personne ne le sent pas. Non, le diabétique déséquilibré ne sent plus parce que le diabète a complètement abîmé les nerfs. C'est un peu, pour donner une image, quand vous voyez... un fil électrique, il y a toujours une gaine qui l'entoure pour empêcher que nous soyons en contact. La preuve, c'est que souvent, quand on était au Congo, on s'électrocutait facilement, parce que, évidemment, en Europe, ici, c'est tellement rare, et à Bolenga, parce qu'il y a une série de systèmes électriques qui est très bien fait. Donc, alors qu'au Congo, on tolérera tout le temps, parce que nos fils sont toujours exposés. C'est la même chose, au fait, le nerf du membre d'un diabétique, il est entouré d'une gaine qui doit vivre. Or, le diabète abîme les vaisseaux qui alimentent ce nerf-là. Ça fait en sorte que le nerf lui-même, il perd sa sensibilité, et ce qui fait qu'il n'arrive plus à renvoyer l'influx sensitif, pas la motricité. La personne peut marcher. Et donc, c'est pour ça que la plaie arrive, on découvre ça trop tard, ça infiltre l'infection, elle filtre le fond du pied. On sait tous, le pied contient énormément de la graisse, ce qui fait que la personne diabétique peut même se retrouver, souvent c'est trop tard, c'est déjà en phase de nécrose, on peut même l'amputer et retirer. Et effectivement, au Congo, quand quelqu'un a ça, souvent on dit Azanamba c'est dans le colo. Et quand vous allez voir ce mbas dans le colo, en fait, vous l'examinez, vous dosez son diabète, sa glycémie, pardon,
On se rend compte que non, il a un diabète, et puis vous dosez encore son hémoglobine glyquée qui est une constante dans le sang qui permet de voir le taux du diabète. On se dit, ouais, ce diabète est très déséquilibré. Et c'est pour ça que je pense que, d'où la question que vous posez, et on fait un peu la gamme. Mais je vais vous rassurer que ça, c'est déjà des stades de maladie très très graves. Et ce ne sont pas les causes les plus fréquentes des MASU. Les causes les plus fréquentes de MASU, ce sont les vaisseaux sanguins qui doivent amener le sang des extrémités jusqu'au niveau du cœur, qu'on appelle les veines. Et ces veines-là, comme je vous ai expliqué, nous en tant que phlébologues, on les explore, donc on les soigne. Et ces veines, si elles se dilatent, elles maintiennent le sang au niveau de la distalité, ça abîme, ça donne, ça peut se faire. Vous avez probablement déjà vu des gens avec des varices, au niveau des jambes. Voilà. Sachez que ces varices-là, mal soignées, ça peut devenir des ulcères. Mais excusez-moi, est-ce que les gens au niveau du Congo, est-ce qu'ils comprennent exactement de quoi ils souffrent? Pourquoi? Parce que, en fait, je le dis, parce que souvent le médecin vous employez de termes qui sont un peu trop techniques. Alors, le diabète, vous savez ce que ça veut dire. Varice, tout le monde sait ce que c'est. Et je peux vous assurer que beaucoup de patients au Congo savent ce que c'est les varices. Je peux même dire, ici au Congo, il y a des régions du Congo où les femmes développent tellement de varices, c'est les femmes du côté de l'Est du Congo. Parce qu'avec leur phénotype, elles ont tendance un peu à accumuler de la graisse qui donne vraiment un phénotype où elles se combattent pour ne pas l'avoir. Des femmes qui ont de jambes assez volumineuses. Je vous laisse en tant que maman le dire. Oui, je comprends. Elles sont fâchées je ne sais pas si tout le monde. Et ça fait en sorte la même chose. Ça développe souvent, on voit des petites traces un peu bleutées, et puis de la cellulite, et à côté il peut y avoir des varices. Donc, ce qui veut dire que les gens savent ce que c'est les varices. Il y a même des femmes qui viennent pour dire, comme vous ici en Europe, docteur, c'est pas esthétique, j'aimerais qu'on enlève. Or, la maladie vient de là. Donc, je pense que nous avons passé, on passe notre temps à donner cette information, et maman dit souvent, en expliquant l'histoire des tuyaux au niveau derrière un mur, qui fait que dans votre cuisine, vous avez votre mur qui prend une coloration qui moisit, vraiment parce que le tuyau est abîmé derrière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de passer votre temps à enlever des couches de peinture, il faudrait peut-être penser un jour à faire venir un plombier et soigner. Et c'est ça qu'on explique. Un entretien, quoi. Non, tout simplement réparer le tuyau avant de refaire une nouvelle façade. Tout à fait. Sinon, si on ne le fait pas, on va tout le temps refaire les murs. Et je sais qu'on a déjà vu ça, le propriétaire qui vient, qui change de peinture, de couche, on revient l'année d'après, un beau jour, on va dire attention, votre maison, il y a une fuite d'eau quelque part, on ramène un spécialiste. Alors, moi, j'ai le rôle du plombier, elle est là le rôle du maçon pour les façades, parce que quand on a traité la cause donc, du tuyau qui est malade, il faut maintenant passer le temps à traiter les plaies. Et je peux vous assurer que ce sont des termes très simples et les gens le comprennent, mais malheureusement, maman, vous savez, ce sont des plaies qui peuvent faire 5 ans, 10 ans. Et que font les gens? Ils vont se réfugier, à raison ou à tort, je ne sais pas, je les laisse juger d'eux-mêmes, auprès de leur conseillers spirituels. Et eux, les pasteurs, malheureusement, vous savez que... les diseurs de bonne c'est comme on a dit, eux, malheureusement, comme eux, ils sont du bon côté, ils doivent trouver le mauvais, qui est toujours un ensorcellement, et ils vont dire, vous êtes ensorcelé, alors toute la personne, au lieu de venir à l'hôpital, reste chez le pasteur pendant des heures. Et sachez que, je vais même vous dire, nous avons aussi même des hommes de Dieu qui viennent chez nous pour se faire soigner. Même eux, ils sont convaincus d'avoir été ensorcelés. Même certains d'entre eux sont allés voir des tradipraticiens avant de venir chez eux. Nous avons même des intellectuels, des professeurs d'université qui vont voir des tradipraticiens avant de venir nous voir parce que psychologiquement ils sont atteints. Mais permettez-moi de poser une question, parce qu'il n'y a pas que le Mbassou comme maladie, il en existe plusieurs. Mais comment se fait-il que l'on parle que de Mbassou comme étant une maladie, mystique, si vous voulez, alors qu'il en existe plusieurs? Il y a le côté, comment je peux dire, récurrent de cette maladie. La maladie veineuse est une maladie évolutive. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, en 2019, on vous soigne de vos varices, votre corps va vouloir en créer d'autres. C'est possible que 2 ans, 3 ans après, vous dites, mais docteur, c'est bizarre, on m'a déjà opéré, j'ai l'impression qu'il y a encore d'autres veines.
Et ça fait que, même en Europe, c'est pour ça qu'il y a la récurrence, nous phlébologues, il faut les revoir. Or, quelqu'un qui avait une plaie, qu'on est parvenu à guérir, même sans traiter les tuyaux, il est tranquille, pouf, ça revient. Et quand ça revient, c'est toujours de façon dramatique. Et évidemment, c'est humain, il ne va pas toujours auprès de la même personne, va chez une autre personne qui dit « Ah, l'autre t'avait mal soigné, moi je connais la mesure ». Et c'est comme ça, et jusqu'un jour, aller atterrir derrière l'arrière-cour d'un tradipatricien qui va lui faire n'importe quoi. Il va se retrouver avec toute la jambe complètement décapée, puant, il ne sort plus de sa maison. À votre avis, psychologiquement, la personne est vraiment convaincue en disant j'ai fait quelque chose de mal et quelqu'un m'en veut. Et c'est pour ça que psychologiquement ça atteint. Mais il y a beaucoup de maladies, hein. Il y a des femmes, malheureusement, avec des cancers de sein, ce sont des drames. Elles arrivent au point où elle est convaincue que c'est sa rivale, elle est convaincue que son mari, bref, ça fait qu'elle aurait pu déjà, dès qu'elle avait son petit nodule au niveau du sein, consulter. On aurait pu lui sauver la vie, elle arrive à l'hôpital dans un stade hyper avancé et toute sa poitrine est complètement décimée. Ou bien même sur le plan des organes génitaux, il y a des maladies vénériennes, dont certains, tels que le chancre syphilitique, ça donne des ulcérations. Et l'autre va dire oui, parce que on lui a jeté le sort de Bassou au niveau de ses organes génitaux. Ça n'a strictement rien à voir. Je pense que c'est une histoire, ça fait partie un peu de nos mœurs. C'est à nous de tordre un peu la troisième patte à ce canard en essayant d'expliquer et de faire comprendre que c'est votre rôle, je crois, de nous poser des questions. De quoi est-ce qu'il s'agit et nous, on est là pour y répondre. Donc, le Mbassou, ce n'est pas une maladie à Kindoki, c'est une maladie comme toute autre. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que le docteur vient de dire, moi je dirais plutôt, vous savez, à Kinshasa, toutes les maladies on ne sait pas trop bien soigner, qu'on ne comprend pas, on trouve toujours un bouc émissaire, on trouve toujours un enfant qui est orphelin, on trouve toujours la rivale, la tante et tout. Donc moi on doit changer de mentalité. On doit changer les mentalités. Par exemple, je donne l'exemple des maladies endémiques. Vous vous souvenez Épilepsie. Ouais. À Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui sont stigmatisées à cause de cette maladie. On va dire, oui, à Koyaka. En plus, il y a quelques jours, le docteur me racontait l'histoire quand ils étaient à l'internat. Il y avait un de ses camarades qui tombait comme ça. Tout le monde fuyait. On pensait qu'il était sorcier. C'est pour cela voilà, qu'il faisait des crises d'épilepsie. Et pourtant, ici en Europe, c'est une maladie qu'on a mis en évidence, qu'on soigne depuis des années. On va parler de l'AVC, des Kosikibota. On va voir comme ça quelqu'un qui tombe et puis voilà, il devient hémiplégique. On ne sait pas, on dit voilà, BT Kibota, des arrêts cardiaques. Il y a plein de maladies qu'on a à Kinshasa ou au Congo, on va dire, puisque la communauté, je jette un peu une pierre, un pavé dans la marche chez la communauté scientifique. On ne fait pas beaucoup d'émissions où les gens ne suivent pas pour parler de toutes ces maladies-là, pour dire à la population, attention, il y a des causes. Ici en Europe, dès qu'il y a une maladie qui apparaît, des symptômes, on essaie de trouver la cause. À Kinshasa, on est au Congo, on ne trouve pas. Donc on cherche toujours, voilà, qui a jeté les sorts. Bon, par rapport à la biologie, le docteur est très modeste, moi je me permets de le dire. À Kinshasa, il n'y a pas beaucoup de vasculaires. Il n'y a pas beaucoup de phlébologues. Donc à Kinshasa, déjà même, il y a 12 millions de populations, mais je ne sais pas s'il y a combien de personnes qui sont capables de faire l'intervention qu'on appelle le stripping. Ça veut dire quoi? C'est l'intervention qui consiste à couper, donc à inciser au niveau des laines et à tirer la veine qui est responsable des plaies. Ça, c'est déjà l'intervention, on va dire bateau, que tout le monde peut faire, qu'on apprend. Le docteur m'a dit qu'il avait appris ça quand il était en chirurgie, en première année de chirurgie. Mais quand nous, on prend les malades, en 2001, il a appris ça. Mais nous, quand on reçoit des malades, parce que moi, j'assiste les docteurs dans les consultations, je suis parfois effarée de voir que des personnes qui arrivent, ils nous disent, oui, on m'a fait un stripping. Mais quand le docteur va passer, parce que c'est atypique au niveau échographique, là, vous vous adressez, si je comprends bien, aux médecins, aux autres médecins. À tout le monde. À tout le monde. Je pense que je ne m'adresse pas qu'aux médecins, c'est aussi sensibiliser le public. Quand vous allez chez un médecin pour faire un examen, pour dépister, vous devez être d'abord sûr que ces médecins-là, il a des compétences pour le faire.
C'est Parce difficile de le savoir, c'est ça le problème. Je pense, ça aussi, c'est aussi un problème. J'espère que les confrères vont suivre. Ouais. Il faut qu'on change les mentalités. En fait. On doit changer les mentalités parce que, comme j'avais dit dans l'émission que j'ai passée avec monsieur Fabien Koussanika, je lui disais, vous savez, moi, quand je suis ici en Belgique, je vois des médecins qui écrivent au docteur KTT. Un médecin, par exemple, d'Erasme. On sait bien qu'Erasme, c'est un hôpital universitaire, mais il n'a pas honte de dire, je ne suis pas capable de soigner ces malades. Chers confrères, prenez cette patiente en charge parce qu'il souffre de ça et de ça. Mais au Congo, il y a une rétention des malades. Donc du coup, les malades, ils partent chez des personnes qui ne connaissent pas trop bien la pathologie. Et du coup, ils les envoient même eux-mêmes, les médecins, quand ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à la traiter, ils vont envoyer eux-mêmes chez les praticiens. On a vu de tout. Donc je pense que j'interpelle aujourd'hui, grâce à votre émission, pour dire à la population que quand vous avez des plaies chroniques, je ne fais pas vraiment la publicité de mon centre, loin de là. Essayez de trouver des bonnes personnes. Renseignez-vous sur Internet. Déjà, le mot ulcère, parce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que les mbasses, en fait, ce sont des ulcères. Tapez sur Internet, ayez l'habitude de rentrer sur Internet, regardez qu'est-ce que j'ai. Parce qu'en Europe, les gens ils mettent même des photos. Ah, cette plaie ressemble un tout petit peu avec la mienne. Ouais. Et alors, adressez-vous aux bonnes personnes pour que vos plaies soient vraiment soignées. C'est ce que je pourrais ajouter par rapport à cette histoire des mystiques. Mais quels sont les symptômes de Mbassou et à quel moment on peut commencer à s'inquiéter? Ok. Comme je disais, en fait, le Mbassou, c'est vraiment le stade presque ultime de l'ulcère, donc de l'insuffisance veineuse, pardon, donc les veines qui ne fonctionnent pas très bien. Alors, il arrive au début de l'installation de la maladie, qui est une maladie généralement héréditaire, plutôt, c'est-à-dire qu'on a hérité ça de nos parents. C'est pour ça qu'on ne peut même pas dire qu'il y a un responsable de ça. Ce sont nos familles. Hein. Tu nais avec la couleur de tes cheveux, avec le teint de ta peau. C'est comme ça, c'est ta famille. Et c'est la même chose avec la résistance et la forme de tes veines. Peut-être que tes veines ne sont pas tellement... vont après un certain temps, c'est-à-dire que vers 30 ans, ça commence à s'abîmer. Et là, ça se manifeste souvent par un symptôme simple qui est des impressions de jambes lourdes, comme si tu as porté du poids au niveau de tes jambes, et puis le lendemain, tu vois, peut-être que hier j'ai trop travaillé. Il y a également, là ça devient carrément des signes visibles, c'est-à-dire qu'on voit carrément des jambes qui gonflent. Vous avez des impressions de jambes lourdes, des jambes qui gonflent, et voire même, on peut même voir des varices. Et quand la jambe gonfle, ça veut dire que si vous preniez votre doigt, vous appuyez bien même la trace de chaussette qui reste là, ou vous appuyez sur votre jambe, vous voyez que la trace du doigt, l'empreinte reste. Vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que mes jambes gonflent comme ça? Il faut se dire que c'est ça qu'on dit souvent ici en Europe, j'ai une mauvaise circulation. La façon de dire, c'est que le retour veineux ne s'opère pas bien. Et si vous ne faites rien, ça va continuer à s'aggraver. Alors le pire, c'est quand il fait chaud. Quand il fait chaud, le corps humain est fait de telle façon que, pour que la température corporelle baisse, le cerveau, donc le centre, notre thermostat interne, envoie un signal pour que nos veines se dilatent, on chasse la température. C'est pour ça que les personnes claires ou les Européens rougissent et bronzent en été, parce que les veines se vasodilatent, ils absorbent facilement aussi le soleil, et les pigments, les mélanocytes sont stimulés, ils changent de couleur. Bref. J'aimerais justement poser une question par rapport à ça. À quelle période de cette maladie là, vous posez cette question par rapport à l'Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est surtout en période estivale. Nous, maintenant, dans la période ici, décembre, les phlébologues, nos consultations sont chargées parce que beaucoup de personnes qui ont souffert en été viennent nous voir maintenant. Parce qu'en été, comme j'ai dit, la chaleur, ça vasodilate, la jambe gonfle, et là, ça devient insupportable. Premier été, on dit ça va. Deuxième été, ça commence à aller même jusqu'au mois d'octobre. Troisième été, ça arrive même en décembre, du docteur, tout le temps les jambes gonflent. Vous voyez déjà, ce sont des signes d'alerte. Mais au Congo aussi, nous avons des périodes au Congo où il fait chaud et les périodes où il fait très chaud. Les périodes où il fait très très chaud humide, c'est maintenant, c'est pour ça que malheureusement on a plein d'inondations, parce que le taux d'humidité est à un taux ce qui fait que les gens qui souffrent de l'insuffisance veineuse entre fin octobre et mi-janvier sont dans un état catastrophique. Et puis il y a la période
de mi-janvier vers mi-mars, où on a le petit Elanga qui vient au Congo, il peut battre un peu frais, ça les soulage. Et puis, juste après Pâques, juste avant la vraie saison sèche, entre mi-avril et début juin, il fait aussi une sorte d'humidité, de chaleur qui fait que les gens souffrent énormément, mais on ne souffre pas parce que dès que l'Elanga va commencer fin juin, il fait un peu meilleur, ils ne se plaignent pas, mais ils vivent tout le temps avec des températures à 30 degrés. Donc, il y a déjà ces 3 symptômes-là, si vous les voyez, faites attention. Un autre symptôme très visible, maman, ça c'est très important pour les dames, même les hommes, ceux qui ont des teints beaucoup plus clairs, c'est-à-dire que vous voyez, votre peau change de couleur au niveau des jambes. Il y a une jambe qui commence à avoir une coloration un peu plus brunâtre. Ça ne sert à rien de mettre des crèmes éclaircissantes que j'accuse. C'est quelque chose que je condamne fermement. On en parlera. C'est encore lors d'une prochaine émission. Ah oui, mais sauf que le traitement des crèmes éclaircissantes, c'est pour des gens qui ont ce type d'eczéma quand ils sont guéris. C'est à ça que ça servait. Diprozone et du Bazer, ça sert à ça parce que ça contient de la cortisone qui va éliminer cette partie-là qui a fait de l'eczéma. Mais donc, c'est-à-dire que quand vous voyez que ça commence à s'installer, dites-vous que non, il y a quelque chose qui va pas. Et si vous associez avec les gens qui, donc si en plus vous voyez des varices, alors faites très attention, allez voir un phlébologue et à Kinshasa, il y en a. Merci. Est-ce qu'il y a des mesures de prévention contre le mbassou? Y a-t-il des mesures de prévention ou c'est une maladie qui survient comme ça? C'est comme on a expliqué. Avant d'arriver, il n'y a aucun mbassou qui s'installe sur un terrain où il n'y a pas d'insuffisance veineuse. Vous comprenez? Le mbassou vasculaire, c'est-à-dire que l'ulcère chronique d'origine vasculaire, ça ne vient pas comme ça. C'est plus de 60% des gens qui ont des ulcères, donc 6 personnes sur 10, c'est parce que nous n'avions pas diagnostiqué ni traité les stades d'avant. Donc, on vient d'expliquer comment est-ce qu'on ressent les symptômes. Si on traite quelqu'un à ce stade-là, sachez que pour qu'il atteigne le stade, malheureusement, de l'ulcère, il faut vraiment que ce soit un gros problème. Donc, si quelqu'un a des varices, a des jambes qui gonflent, a peur d'aller consulter, on peut préventivement porter des bas de contention, on peut préventivement essayer de surélever ses jambes quand on est assis ou allongé, ça diminue la pression. Et puis, ne pas, surtout, plus les années avancent, plus la situation s'aggrave. Comme Maman Violette disait ici, elle, c'est pendant ses stages en gériatrie qu'elle a remarqué qu'elle disait, mais pourquoi beaucoup de co-communés ont toujours des plaies au niveau des jambes? Ça, c'est vrai. Mais parce que tout simplement, elles n'ont pas traité leurs varices depuis des années, puis la peau se fragilise, leur peau est assez typique. Avec les années, ça fait en sorte que ça développe ce type de plaie, et puis développe d'autres problèmes de santé, il peut avoir des problèmes de poumons, des problèmes de cœur, ça fait qu'on se dit donc ça ne sert à rien d'aller l'opérer, il faut peut-être, alors que l'opération, si vous posez la question, n'est pas une opération très très lourde qu'on a également ramenée à Kinshasa. Exact. Alors, comment jugez-vous alors l'attitude de certains hommes de Dieu, prophètes et autres qui, lorsqu'on parle de cette maladie, ils véhiculent autre chose. Ils vous disent que c'est une maladie qui ne vient pas, une maladie, un mauvais sort que l'on aurait jeté, que c'est de la sorcellerie. Et ils y croient eux-mêmes. Et même les gens qui sont atteints de cette maladie se disent qu'on leur a jeté un mauvais sort. Ils y croient ferme. Et je pense que c'est ce qui explique que les gens se disent à quoi bon aller chez le médecin parce que c'est spirituel. Alors ce qui est spirituel, c'est traite aussi spirituellement, si vous voulez. Mais merci pour cette question. Avant de répondre, je vais d'abord commencer par remercier certains hommes de Dieu qui nous font confiance, qui nous invitent maintenant dans leurs églises, les grandes églises, comme l'église La Louange que je remercie puisqu'on y a été dernièrement, l'église l'ECC, la communauté baptiste d'Ingiringiri. Il y a quand même notre église catholique à Saint-Luanga, donc Saint-Charles-Luanga. Donc ce sont des hommes de Dieu qui ont compris. On ne va pas mettre tous les hommes de Dieu dans un même sac. Okay? Donc il y a vraiment des hommes de Dieu qui savent qu'il y a la maladie qu'il faut soigner. C'est Dieu qui donne l'intelligence, on va prier. Mais après, je laisserai encore la parole au docteur. Il va vous expliquer l'anecdote des médecins qu'on avait fait ramener à la TDC médicale
pour parler de ces histoires des Mbassou, parce qu'on fait des campagnes de sensibilisation pour montrer aux hommes de Dieu, certes, comme à Kinshasa, tout le monde croit, nous aussi nous sommes chrétiens, mais il y a, comme la Bible dit, laissez à César ce qui appartient à César. Voilà. Donc ici, il y a une maladie qui est physique, qui est physique, et le docteur Tate vous parlera comment ils se sont débattus avec des pasteurs pour arriver à dire que voilà, c'est une maladie qu'on doit absolument soigner. Moi, aujourd'hui encore, avant de passer la parole au docteur, je vais aussi interpeller encore les hommes de Dieu. Ne gardez pas les malades chez vous dans les églises, parce que quand ils viennent, c'est catastrophique. Catastrophique. Priez pour nous, pour que le Seigneur nous donne l'intelligence pour pouvoir soigner ces personnes. Que le Seigneur leur donne des faveurs pour pouvoir avoir de l'argent pour payer. Qu'il leur indique où ils doivent aller se soigner et alors adressez-les au médecin pour le soin. Alors, docteur Tété, je ne sais pas si tu peux... Mais si, vous avez déjà bien commencé, donc je vais continuer, mais je dirais aussi, puisqu'on parle des hommes des dieux, c'est eux-mêmes qui nous disent, ils aiment bien citer les livres, les écrits, dans Osée 4.6, on dit mon peuple périt par faute de connaissance. Donc ça veut dire, et c'est avec ça que j'avais commencé la discussion au courant du mois de mai avec des révérends et des pasteurs qui étaient venus. Malgré toute l'explication scientifique que j'avais donnée, il y avait quand même des téméraires qui me disaient, écoutez docteur, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est la sorcellerie, ça existe, ils auraient rencontré, mais le problème c'est que chaque anecdote qu'ils donnaient, on arrivait à décomposer ça. Mais le problème c'est que moi je crois que, c'est pour ça que je vois la différence entre nous, Congolais, et l'Occident. Vous savez, ici en Europe, quand vous suivez l'actualité, tout le monde est content. La première information d'hier, c'était le début des vacances de Noël. Il y aura plus de 900 000 passagers qui vont passer à Zaventem. Par l'aéroport. Parce que pour eux, c'est une information. Et nous, en tant qu'Européens, je crois qu'on a tous été choqués de voir que quand les vacances commencent, les Blancs sont d'une excitation incroyable. Ou bien quand on les rencontre après les vacances, la première question qu'ils vous demandent, « Ah, tu as été où ?» Alors, tu te dis, écoute, moi j'étais resté ici chez moi. En quoi? Parce que il m'est arrivé à faire ce lapsus au Congo. Quand je pars au mois de juillet ou août, je demande à certains Congolais, vous allez aller où en juillet? Je dis, mais docteur, vous voulez que j'y aille? Moi, je vis ici. La façon de dire, c'est que nous avons d'autres intérêts. Et que eux, les Blancs, si vous regardez dans leur histoire, ils ont aussi eu des périodes où les hommes de Dieu étaient hyper puissants et il y avait la fameuse parole de l'Inquisition. Et je peux vous assurer qu'au Congo, aujourd'hui, on est presque dans l'Inquisition, c'est-à-dire que si on laissait faire ces hommes des dieux, certaines églises de réveil, ils seraient capables d'immoler des gens pour soi-disant faire ressortir, désenvoûter les gens. Et ça c'est ça le grand problème. Vous avez beau leur expliquer c'est une maladie, et même eux-mêmes en souffrent. Mais ils vous disent non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai eu un problème avec telle personne et il m'a jeté lancé ce sort-là. Donc je pense que maintenant, c'est très difficile parce que ce jour, on discutait avec les pasteurs. Nous avons eu, je ne sais pas si c'était un signe ou pas, parce qu'on parlait des hommes de Dieu, il y a eu un patient blanc belge de 70 ans qui entre à TVC médical comme ça à Guéry avec une peine. Alors tout le monde, les patients africains, nos frères congolais qui disaient montez les pattes là, ils sont en train de regarder comme ça. Nous, ça ne nous surprend pas parce que comme je disais, nous ici on les côtoie. Et alors j'ai posé la question aux hommes de Dieu, j'ai dit excusez-moi, on m'arrête parce qu'on m'a interpellé, je suis allé voir le monsieur, je reviens, je dis on va interpeller le blanc que vous venez de voir passer et qui ressortait avec le sourire parce qu'on avait déjà fait les premiers soins et puis je l'ai opéré à Kim et on l'a traité à TVC médical à Guéry. Enfin, j'ai dit, mais qui lui aurait lancé un sort? Alors, évidemment, certains hommes de Dieu, ce sont des envoûteurs publics, ils savent parler, ont voulu trouver des explications. Et ces explications-là, et ça, je me suis dit, on peut faire tout ce qu'on m'a dit, docteur. Bon, certains ont voulu nuancer, j'ai dit non, ça n'existe pas, c'est de la maladie. Et c'est à cause de ça, vous savez, il n'y a pas qu'en Afrique, il n'y a pas que chez nous les Africains, même en Occident, si on prend les hommes de Dieu là, qui passent sonner dans nos portes, pour ne pas les citer, même en Europe, ils viennent toujours bien en groupe, là, eux, ils n'aiment pas qu'on les transfuse, qu'on leur mette du sang.
même en Europe ici, opération à cœur ouvert, ils refusent et certains décèdent parce que ce sont leurs convictions. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer ce genre de choses. Alors, moi j'ai dit aux hommes de Dieu, vous restez avec vos convictions que c'est un sort qu'on lance aux gens, et moi je vous en supplie, envoyez-nous les malades, laissez-leur décider. C'est pas à vous de décider à leur place. Donc voilà un peu, je crois que peut-être qu'un jour, comme on est en Afrique, il faudra peut-être que quelqu'un fasse une loi pour imposer, interdire que les malades aillent à l'église et qu'ils viennent d'abord à l'hôpital. Vraiment, je crois que nous sommes en train d'apprendre beaucoup. Même quand on est chrétien, on croit en Dieu, mais je pense que Dieu nous donne aussi l'intelligence de comprendre certaines choses et de changer nos mentalités. Et pour ceux qui s'imaginaient ou qui s'imaginent jusqu'à ce jour que le mbasso est une maladie, comment je pourrais dire, mystique, enlevant, peut-être moi aussi j'y pensais, à force d'entendre, on finit par le croire. Et je crois que nous ne sommes pas encore arrivés au véritable, comment je dirais, au fond même du sujet, parce que nous avons encore beaucoup de questions et certainement que les gens qui vont nous écouter, qui vont suivre cette émission, chercheront à comprendre un peu plus. N'hésitez pas à poser vos questions et j'espère que nous aurons l'occasion d'inviter encore le couple KTT pour... KTT. Non, T-A-T. Non, elle a bien dit. Non, KTT. C'est avec K ou avec T? Avec T, KTT. Pour une prochaine émission et ils essaieront dans la mesure du possible de répondre à vos questions. Mais j'ai une question un peu personnelle, si vous me le permettez. J'ai cru comprendre que vous êtes souvent entre l'Europe et le Congo. Comment vous vous organisez? Comment arrivez-vous à concilier la vie de couple, la vie familiale et tous ces voyages? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, ça c'est vrai, mais c'est un choix. Ce qui est bien dans ce que nous on fait, on est un couple et on voyage ensemble, on revient ensemble. Ça allait être plus difficile si monsieur partait tout le temps et que moi j'ai resté en Belgique et tout. Ici on travaille ensemble. Faut pas le laisser, hein? J'ai déjà voyagé seul. Pas souvent. Pas souvent. Ton pied, mon pied. Non, mais le problème, c'est que la question n'est pas si personnelle que ça. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la première fois que je suis reparti au Congo, c'était après 23 ans, donc en 2015. C'est un peu parce que je devais accomplir ou bien une promesse que j'avais faite, une demande que ma maman, qui était venue nous rejoindre ici, paix à son âme, et nous a quitté bientôt, ça fait 10 ans avant maman Catherine Tomondial, à qui je rends hommage, et m'avait dit avant, vraiment, parce que les dernières étapes de sa vie se sont passées à la maison parce que c'était un cancer, elle m'a fait promettre de ne pas abandonner nos origines. Elle a dit, c'est bien beau, tu es un bon médecin ici, en Belgique, mais n'oublie jamais d'où tu viens et que beaucoup de gens souffrent. Alors c'est pour ça que presque 5 ans après sa mort, j'ai estimé qu'il était temps de repartir. Et en repartant, j'ai vu qu'il y avait un réel besoin parce que dans notre spécialité, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes. C'est comme là, je vous informe que dans un autre domaine sur le plan cardiaque, il y a des confrères médecins, si vous permettez, je tiens à le citer, le docteur Alfonso Boaba, qui vient de faire des interventions à cœur ouvert à Kinshasa par un Congolais à la clinique Galema. Ce sont des exploits, ça veut dire que ce qu'on entend ici, on fait des interventions à cœur ouvert, on l'a fait à qui? Parce que les gens lui ont fait confiance et puis on lui a mis des moyens à disposition. Donc nous avons beaucoup de spécialistes congolais qui sont en Occident ici, qui aimeraient bien repartir, travailler avec ceux qui sont sur place, parce qu'on s'entend très bien.
si nos membres de famille sont en vie aujourd'hui au Congo, c'est pas parce que c'est Dieu, comme les pasteurs leur disent, il y a Dieu en partie, c'est parce qu'il y a des médecins congolais sur place qui les soignent régulièrement, qui posent des diagnostics. Mais en médecine, on a une règle d'or qui est l'obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour trouver un diagnostic. C'est pour ça que même en Europe ici, vous avez l'impression qu'on vous trimballe un peu par les brancardiers quand vous allez à l'hôpital, vous allez dans le service de radio, parce qu'il faut trouver un diagnostic. Alors si après, malheureusement, on n'arrive pas à soigner la personne, on va se dire, ok, le diagnostic, peut-être qu'il n'y a pas un traitement adéquat, ou bien on est arrivé trop tard. Or, alors, chez nous, au Congo, un malade qui a par exemple fait un AVC, le premier examen à faire, c'est d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de sa boîte crânienne, à savoir un scanner. Et le patient, la famille va te dire, on n'a pas les moyens, je crois qu'on va revenir peut-être lundi. C'est samedi, on vous dit revenir lundi. Or, perdre après 6 à 8 heures, on peut récupérer encore très vite quelqu'un. Or là, on va attendre 48 heures parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire le scanner. Et par exemple, nous, à TVC Médical, nous avons essayé d'apporter une autre façon de travailler qui est de faire les soins et ne pas faire comme au Congo, tu payes d'abord, on te soigne, mais je veux vous dire que c'est elle qui est la responsable administratrice et ça nous cause beaucoup de problèmes parce que le Congolais, il aime toujours la facilité, mais c'est difficile. Donc vous voyez un peu, façon de dire, c'est que ça nécessite quand même d'aller... on a investi en fonds propres, on n'a pas eu de dons, donc on a un hôpital de 31 lits où on ne fait pas que de la vasculaire, il y a une maternité, il y a un service de pédiatrie, il y a des biologies, c'est-à-dire vous pouvez faire un check-up complet. Et pour cela, nous avons besoin d'une médecine de qualité, nous devons former, on doit partir avec nos confrères même blancs d'ici, qui viennent avec nous pour aller former des gens. Peut-être que dans un an, on voyagera moins, mais je peux vous assurer, ceci n'est pas une critique, mais c'est un avertissement pour les gens de la diaspora. Quand vous investissez au Congo, il faut y aller. Parce que ceux qui sont là-bas pensent que ça devient à eux, ils font n'importe quoi. Je crois que c'est dans tous les domaines. Vous allez vous retrouver, vous envoyez de l'argent pour qu'on investisse pour une maison. Le jour où vous allez aller voir la maison, c'est qu'un lopin de terre. Ça n'a jamais été construit. Et imaginez alors un hôpital. C'est pour ça qu'on se permet de voyager, mais il y a une organisation familiale qui fait que nous avons nos familles ici aussi qui nous aident un peu avec les enfants et ça se passe bien. Ok. D'ailleurs, lors de notre prochaine émission, nous essaierons de parler de votre fondation et de votre clinique que vous avez implantée au niveau de Kinshasa. Qu'on donne ne fût-ce que le nom de la clinique, parce que souvent on va vous demander où ça se trouve. Tout à fait, oui. Donc en fait, la clinique c'est TVC Médical, donc tu as fait 25 heures. Il y a un site internet, c'est tvc.org, ou bien un numéro de téléphone au Congo, c'est plus 243 3 x 9 332 664, 3 x 9 332 664, ou bien le numéro en Belgique ici, c'est plus 32 0486 76 94 54. Avec ça, les gens peuvent voir tous les renseignements. Il y a également un site Facebook professionnel, donc il n'y a pas de bouzobara sur ce Facebook-là, où c'est vraiment tvcmédical.org, où il y a toutes les informations, et là même je vous informe, heureusement vous me faites passer avant Noël, Norma Violette avait décidé, parce que c'est elle vraiment qui dirige cette fondation-là, d'organiser un Noël solidaire à Kinshasa le 25 décembre. Nous allons aller au service d'oncologie pédiatrique, donc au service des cancers des enfants à la clinique universitaire, leur faire une salle. Ils n'ont pas de salle de détente, ils n'ont même pas de télévision, ils n'ont rien du tout. Et puis 1 ou 2 orphelinats. En fait, TVC, c'est pas seulement un hôpital, c'est un peu cette fondation-là pour aider, comme c'est l'esprit de Noël. En fait. Pour ceux qui veulent participer. J'espère que c'est bien noté. Maman, quel est votre dernier mot avant que nous puissions nous séparer? En tout cas, je suis très contente de passer dans votre émission. Et j'ai vraiment apprécié déjà l'esprit des questions, tout ce qui s'est dit. Mon souhait, comme c'est Noël, bonne année, donc je présente déjà les meilleurs vœux à toute la population, aux auditeurs, aux auditrices qui vont nous suivre et à l'équipe qui nous a reçus aujourd'hui. Et mon souhait, c'est que pour l'année 2020, je voudrais vraiment un changement des mentalités par rapport aux médecins de Kinshasa, les médecins de la diaspora, par rapport aux familles, par rapport aux pasteurs,
pour que personne ne meure des Mbasso. C'est vraiment mon souhait pour l'année 2020, c'est qu'aujourd'hui, que tout le monde sache que Mbasso, ce n'est pas une fatalité. Mbasso, c'est pas une maladie mystérieuse. Mbasso, c'est une maladie, une pathologie qu'on doit diagnostiquer, qu'on doit prendre en charge et qu'on peut en guérir. C'est une maladie évolutive, il faut suivre son phlébologue, il faut aller chez les bonnes personnes, c'est ça mon souhait pour 2020. Et certainement avoir beaucoup de patience. Hein. Voilà. C'est une maladie qui... Voilà, surtout par rapport à la patience, avant de vraiment laisser la parole, je ne sais pas, au docteur ou à vous, je voudrais simplement aussi dire par rapport aux patients qu'on soigne, les messages que j'aimerais passer, c'est que quand le médecin soigne, il vient de dire qu'on a l'obligation de moyens, mais pas de résultats. Ça veut dire quoi? On va tout faire. À TVC médical, on a plein de matériel, plein de pansements, ou peut-être même au Congo, on est les premiers à apporter ces types de traitements comme TPN, donc ces traitements par pression négative. On a plein de choses qu'on met, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que chez nous à Kinshasa. Mais malgré ça, on a des patients qui se découragent, qui pensent qu'après une intervention, qu'ils doivent guérir directement. Je demande la patience. Quand quelqu'un a une plaie, quand vous avez été pris en charge, suivez, soyez patient. C'est ça le mot patient. Hein. Patience, ça veut dire être patient, avoir la patience. Je n'ai jamais fait la liaison. Voilà, chers téléspectateurs, amis internautes, nous arrivons à la fin de cette émission. Vraiment, merci à Maman Violette, Papa Benjamin, à Tété, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, je prie pour que vous reveniez encore à nous apporter d'autres, pas seulement Mbasso, il y a plusieurs maladies qui nous touchent personnellement et dont nous allons essayer de débattre avec vous. Quant à vous, je vous dis, je profite de l'occasion pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur, de prospérité pour cette nouvelle année 2020. Un joyeux Noël. Nous espérons vous retrouver d'ici là pour d'autres émissions, non seulement consacrées à la santé, mais aussi à la cuisine. Nous n'avons pas arrêté nos émissions. Et tout ce que je peux vous dire. Un grand merci aussi à ceux qui sont derrière la caméra, Papa Imam Nzambi, Papa Kema Kipoi. Je suis Anne-Marie Okitapula. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir et à bientôt. Merci.